Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je vais vous parler d'une situation qui est plutôt rare et critique et stressante, qui est le traumatisme chez la femme enceinte. Donc en fait, au lieu de mettre cette diapo en dernière position en vous disant à la fin du topo, surtout pensez au facteur humain, je vais vous la mettre en première position parce que cette situation-là, je ne vais pas réussir à vous donner, voyez, toutes les clés, toutes les astuces pour le traitement de la femme enceinte qui est victime d'un polytraumatisme. Donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, un des messages clés va être de vous concentrer sur le facteur humain. C'est une situation critique, donc je vais vous renvoyer au RPP facteur humain en situation critique qui ont été édités par la SFAR et les facteurs humains en santé en 2022. Et ça va être d'autant plus critique qu'évidemment tout le monde va être stressé, qu'il y a de multiples équipes intervenantes. Donc il y a nous, les chirurgiens, les obstétriciens, les radiologues, les pédiatres, voilà. Donc tout ça fait de multiples équipes intervenantes. Et donc, il est essentiel de réaliser un briefing et un débriefing de ces situations. Le briefing, généralement, on va y penser. Le débriefing, pas toujours. Et donc, ça, c'est indispensable. Je sais que parfois, dans ces situations-là, on est fatigué, il est tard, on a envie d'aller un peu se reposer. Mais il est important de débriefer avec nos équipes. Il va falloir garder une seule chose en tête, finalement, c'est que la priorité, ça va être de sauver la mère. Je vais poursuivre avec un chiffre. 213 000 femmes sont victimes en France de violences chaque année. Alors vous allez me dire, la grossesse, c'est une période où tout va bien, où les femmes ne sont pas victimes de violences. Non, c'est pas vrai. Dans cette enquête de 2021, et je pense que les chiffres sont sous-estimés, c'était 2% des femmes qui étaient victimes de violences physiques pendant leur grossesse. Je vous dis ça parce que, pas pour plomber l'ambiance, même s'il faut bien prendre conscience de ça, je vous dis ça parce qu'il va falloir dépister ces violences et qu'on peut tous et toutes se faire avoir et ne pas avoir une patiente qui va nous dire qu'elle a chuté alors qu'en fait elle s'est pris un coup par son conjoint, parce qu'en fait c'est la réalité des choses et on en voit tous et toutes dans nos services tous les jours. Donc pensez-y, dépistez ces violences. Maintenant qu'on a commencé sur ces bonnes nouvelles, c'est la première cause de mortalité non liée à la grossesse, le traumatisme chez la femme enceinte. Une femme enceinte sur 12 sera victime d'un traumatisme. Alors, pas forcément grave, c'est pas forcément des patientes qu'on va voir dans nos trauma centers, mais c'est quand même une femme sur 12. Jusqu'à 3% des femmes admises en trauma center sont enceintes, mais attention, petite astuce, 11% de diagnostics fortuits. C'est pour ça que pensez bien à réaliser vos bêta-HCG capillaires chez toute femme en âge de procréer. 50% des traumatismes auront lieu durant le troisième trimestre. On va retrouver préférentiellement bien sûr des AVP, des chutes, des violences en troisième position, et le traumatisme pénétrant qui va être un facteur de risque majeur de décès maternel. Pour ceux qui ont passé l'internat à peu près en même temps que moi, je vous rappelle le PMZ, PAMI 0, on connaît ça par cœur. Toute femme en âge de procréer est égale enceinte jusqu'à preuve du contraire. Et bonne nouvelle, en 2023, ça marche toujours. Donc n'oubliez pas les bêta-HCG capillaires. Je vais vous donner deux exemples de patientes que j'ai eu à prendre en charge de près ou de loin, qui ne sont pas du tout les mêmes, mais je ne vais pas dérouler les cas cliniques, mais juste garder en tête que ça peut vous arriver à n'importe qui d'entre nous dans cette salle. Donc une patiente de 35 ans, enceinte de combien, on ne sait pas, en préhospitalier, victime d'un AVP piéton versus bus à 30 km/h. J'y reviendrai après sur cette patiente. Deuxième patiente, on est à l'hôpital, on est à la maternité, et il y a une patiente de 35 ans, enceinte de 38 semaines d'aménorrhée, qui est déposée devant la maternité. Elle a mal, elle a une EVA 10 sur 10. Bon, globalement, on pense tous qu'elle va accoucher. Alors certes, elle va accoucher, mais elle va aussi présenter un état de choc hémorragique sur une fracture de rate. Parce que cette femme aura été victime de violence juste alors qu'elle est enceinte de 38 semaines et qu'elle était en situation de précarité. Et c'est compliqué quand vous faites une césarienne et une patiente et que vous trouvez une fracture de rate per-césarienne. Il y en a dans cette salle qui ont vécu cette situation. Alors, je vais essayer de vous donner des messages simples, parce qu'évidemment, ce n'est pas une situation très agréable. Et donc, il va falloir garder en tête des messages simples. Nous, les traumatologues, on aime bien avoir des idées claires et simples. Donc, on va essayer de faire cette présentation simple, basique. Donc, vous allez garder A, B, C, D, E en tête. Ça, vous allez vous le garder. Et vous allez vous rajouter un petit F pour fœtus. D'accord ? Mais vous n'oubliez pas que la priorité, c'est de sauver la mère. Il y a des modifications physiologiques liées à la grossesse. Il y en a plein. Je vais vous décrire celles qui vont le plus nous intéresser. Donc, d'un point de vue respiratoire, vous savez que la ventilation minute va augmenter, le métabolisme de base aussi, et l'extraction d'oxygène va augmenter. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce qui va surtout nous intéresser, c'est que pour celles dans la salle qui ont été enceintes, vous savez que votre diaphragme, il va s'élever et que du coup, ça va vous gêner d'un point de vue respiratoire. Et donc, c'est parce que votre capacité résiduelle fonctionnelle est diminuée.
d'accord? Donc votre débit respiratoire est lui augmenté. Alors la PaCO2 est un peu diminuée, mais bon, finalement, le pH est inchangé grâce à une baisse des picards. Au niveau cardiovasculaire, et finalement ça, vraiment gardez-le en tête. Vous savez, il va y avoir plusieurs modifications au niveau donc, de la fréquence cardiaque. Notre fréquence cardiaque, donc c'est la ligne verte, elle va augmenter, d'accord? Elle va augmenter à peu près de 15% par rapport à sa valeur de base, d'accord? Une femme est plutôt tachycarde, à garder en tête. Votre volume d'éjection, il va augmenter également, à peu près 30% de base. Et donc votre débit cardiaque, évidemment, il va augmenter pendant la grossesse. Les pressions artérielles systoliques et diastoliques, vous le savez bien, elles vont, elles, diminuer. Chose extrêmement importante, finalement, il n'y a pas grand-chose à retenir sur les modifications physiologiques de la femme enceinte qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir, on va dire, tuer le fœtus. Mais ça à retenir. C'est-à-dire que le volume circulant de votre patiente, il va être augmenté. D'accord ? Votre volume plasmatique, il augmente jusqu'à 34 semaines et elle prend à peu près 1,2 litre en plus. Donc évidemment, ça va créer une anémie de dilution physiologique, mais surtout, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, la mère, elle peut perdre 1,5 litre sans réel signe de choc. Par contre, il y en a un autre qui souffre derrière, c'est le fœtus. D'accord ? Donc gardez bien ça en tête. C'est qu'au début, elle n'aura pas forcément de signe de choc. Celles dans la salle qui ont été enceintes le savent bien également. Il y a une gêne au retour veineux. D'accord ? Cette gêne au retour veineux, elle est donc maximale forcément avec le poids du bébé au 3e trimestre. Et donc vous allez avoir votre veine cave inférieure qui va être comprimée. Ça, c'est le deuxième message essentiel à garder en tête. D'accord ? On va en reparler après. Mais donc votre fœtus, il comprime votre veine cave inférieure et il gêne au retour veineux qui est indispensable à conserver chez une patiente qui est victime de traumatisme. Les facteurs de la coagulation, je ne vais pas tous vous les détailler. Gardez juste en tête qu'il y en a un qui nous intéresse plus que les autres, bien sûr, c'est le fibrinogène. Hors grossesse, les normes, c'est 2 à 4. Lors de la grossesse, c'est 5 à 6. D'accord, je vous dis ça, on le verra après, mais notre objectif de fibrinogène, il va être un petit peu plus élevé chez la femme enceinte. Tous les autres, ils sont modifiés. Vous savez très bien que votre femme enceinte, elle a un état prothrombotique lié à sa grossesse. Ça, c'est assez intéressant finalement, c'est qu'au niveau musculo-squelettique, donc la patiente, elle va présenter une hyperlaxité ligamentaire, et il y a une petite subtilité, c'est que l'espace intersacroiliaque, il va un peu s'élargir à partir du 7e mois, ce qui peut nous tromper un peu sur une suspicion de fracture de la symphyse, par exemple, de la part de nos orthopédistes. Ça, faudra vraiment le garder en tête. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on prend en charge notre patiente enceinte victime d'un polytraumatisme ? Alors, il faut garder en tête un chiffre, c'est 24 semaines d'aménorrhée. Alors, vous allez me dire, comment on sait que notre patiente, elle a 24 semaines d'aménorrhée ? Celle qui s'est fait renverser par un bus, là, à 30 km/h, comment on sait ? Elle est sur le bord de la route, on ne sait pas on ne sait pas. Elle est inconsciente, on ne sait pas. Et bien, vous regardez son ombilic, d'accord ? Si son utérus dépasse son ombilic, c'est qu'elle est à plus de 20 semaines, on va dire qu'elle a 24 semaines d'aménorrhée. On va partir du principe que le fœtus est viable, d'accord ? Ça, c'est la petite astuce en préhospitalier. Avant 24 semaines, le fœtus, il est non viable. La seule chose que vous allez faire vraiment, c'est de déterminer le résus maternel, évidemment. Et il y a un risque, alors j'ai rien trouvé dans la littérature, j'ai cherché pourtant, mais il y a un rien, c'est tellement... Voilà. Il y a un risque théorique d'embolie amniotique. Il faut y penser quand même. Après 24 semaines, finalement, votre priorité, elle va être la même. C'est de sauver la mère. D'accord ? Donc, on va reprendre notre petit ABCDE. Donc, au niveau de l'airway, l'IOT est potentiellement difficile car il y a un œdème laryngé. D'accord ? Donc ça, vous gardez ça en tête, intubation difficile. Vous allez faire une induction séquence rapide après 20 semaines, mais de toutes les manières, vous la faites par définition chez la polytraumatisée. Donc ça ne change pas grand-chose. Et vous posez une sonde orogastrique en aspiration après l'intubation. Voilà pour le A. Pour le B, les recommandations canadiennes sont de supplémenter en O2 de manière systématique avec un objectif de SPO2 supérieur à 95%. Petite astuce, si vous avez un drain thoracique à poser chez votre femme enceinte, n'oubliez pas que son diaphragme subit une élévation du fait du bébé. Il faut le poser 1 à 2 espaces intercostaux plus hauts. De préférence, ici on a à peu près la chance, je pense, tous d'avoir des échographes dans nos trauma centers pour faire les fast échos. Faites-le de manière éco-guidée si vous avez besoin de poser un drain thoracique chez la patiente enceinte. D'accord ? Parce que là, vous pouvez vraiment vous faire avoir. Au niveau du C, donc je le redis, il n'y a pas de signe de choc avant 30% de spoliation sanguine. Attention,
Ne vous faites pas avoir. Vous pouvez commencer une expansion volémique agressive assez rapidement. Et alors, ce qui va pas vous sauver, mais essayer de sauver la maman, c'est le décubitus latéral gauche chez la patiente pour essayer justement de déplacer le bébé pour limiter la compression sur la veine cave inférieure. Vous allez me dire, oui, mais nos patients, ils sont sur des planches ou coquillés. Tout à fait. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une personne qui passe par là et qui n'est pas occupée et l'occuper à latéraliser l'utérus en permanence sur la gauche. D'accord ? Ça va faire le même effet que le décubitus latéral gauche. La femme enceinte, elle va avoir les mêmes objectifs transfusionnels que le patient traumatisé. Il faut évidemment lui transfuser du Honeg. Et faites attention au fibrinogène. Le fibrinogène, on va plutôt avoir des objectifs supérieurs à 2 grammes par litre. Quel vasopresseur utiliser chez la femme enceinte polytraumatisée ? Bon, chez le polytraumatisé, on ne pose pas trop de questions, on met de la noradrénaline, mais parfois chez la femme enceinte, c'est un sujet de débat. Alors pour ça, je vous ai pris cette étude qui est assez récente du BJA. Et donc finalement, là, c'était père césarienne. Il s'est intéressé à savoir quel était le meilleur vasopresseur pour la maman, mais aussi pour le fœtus. Et finalement, plus vous êtes dans le bleu foncé, meilleure votre catécholamine est. Et donc finalement, la bonne nouvelle, c'est que la noradrénaline est le meilleur vasopresseur chez la femme enceinte. Et donc chez la femme enceinte polytraumatisée, on va utiliser de la noradrénaline. Alors maintenant, on va passer au F, ce qui va un peu nous perturber dans nos prises en charge. N'oubliez pas d'interroger votre patiente sur l'histoire de sa grossesse, d'accord ? Parce que peut-être il y a des pathologies liées à sa grossesse. Je vous dis ça, généralement, on travaille main dans la main avec les obstétriciens, mais bon, parfois, vous savez, on peut toujours avoir des surprises. Est-ce qu'il y a un écoulement vaginal, des contractions, et surtout, est-ce qu'elle perçoit les mouvements fœtaux ? Ça, c'est extrêmement important. On ne fait pas de toucher vaginal si la patiente présente des saignements vaginaux jusqu'à éclosion d'un placenta prévia. Évidemment, vous mettez en place votre monitoring fœtal dès que possible. On pense à déterminer son résus, aux corticoïdes pour la maturation pulmonaire, et on va juste garder dans un petit coin de sa tête que les signes d'irritation péritonéale sont moins fréquents chez la femme enceinte. Alors, ça c'est extrêmement important. Si la chirurgie est à risque intermédiaire ou élevé, s'il y a une chirurgie à risque intermédiaire ou élevé envisagée, il faut discuter l'extraction préopératoire. Et ça c'est pareil, je ne peux pas vous donner de situation, je peux vous donner une situation qui a mal tourné d'une patiente enceinte de 30 semaines qui a été donc victime d'un AVP versus bus, elle a été piéton versus bus, elle présentait une ischémie critique de membre inférieur. Le bébé n'a pas été extrait avant la chirurgie et le bébé a présenté une mort fœtale in utero péropératoire. Il faut réaliser un monitoring fœtal péropératoire, c'est indispensable. Si jamais vous décidez de ne pas extraire le bébé, il faut absolument monitorer son rythme cardiaque et il faut absolument être en mesure de réaliser une césarienne en même temps que votre chirurgie vasculaire. D'accord ? Il n'y a pas de décision. En fait, on ne peut pas donner d'arbre décisionnel sur ces situations-là. C'est tellement spécifique qu'on ne peut pas. Il faut en discuter avec les obstétriciens, avec les pédiatres et avec les chirurgiens, bien évidemment. Petite astuce, parce que moi, je ne me rappelle plus tous les médicaments. Je ne fais pas de maternité au quotidien, donc je ne sais plus quel médicament on peut mettre chez la femme enceinte dans ces situations de stress. C'est toujours, voilà, vous avez le CRAT sur vos téléphones accessibles. Donc, n'hésitez pas, quand vous vous posez des questions, vous allez sur le CRAT. J'ajouterai la prise en charge psychologique après de la patiente, de ses proches et de l'équipe soignante. Je pense qu'on voit à peu près tous de quoi je veux parler. Quand vous perdez une femme enceinte polytraumatisée, que soit le bébé décède, soit la maman décède, soit c'est toujours un drame pour l'équipe. Donc vraiment, pensez à prendre en charge psychologiquement vos équipes parce que sinon ça peut créer des véritables syndromes de stress post-traumatique dans nos équipes. Et évidemment, dépister les violences, on le fait clairement pas assez. Et les femmes savent très bien mentir pour cacher les violences qu'elles subissent. Je vais accélérer un peu sur les complications obstétricales. Donc, pensez à l'alloimmunisation maternelle. Ça, je pense qu'on y pense à peu près tous et toutes. Donc, il va y avoir des anticorps maternels anti-plus chez une maman qui est moins et dont le bébé est rhésus plus. Ça va être un danger pour la grossesse future avec une mort fœtale in utero, une hémolyse fœtale. Donc faites des immunoglobulines anti-D de manière systématique et vous faites votre test de Cliower qui vous permettra de déterminer s'il faut refaire des injections ou pas a posteriori. Mais faites vos immunoglobulines sans vous poser de questions.
La MAP, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a une lésion tissulaire, libération de prostaglandine, contraction. La bonne nouvelle, c'est que 90% des contractions utérines sont d'évolution favorable, mais que quand même, le risque d'accouchement prématuré est multiplié par 2 après un trauma. Après 24 semaines, et en fait j'ai envie de dire même avant, hein, vous pouvez faire 4 heures de monitoring au minimum chez ces patientes. La CHRP, l'hématome rétroplacentaire, donc c'est la première cause de décès fœtal et ça a des conséquences maternelles, notamment sur la coagulopathie et l'hémorragie. Ça va apparaître dans les 2 à 6 heures après le trauma et donc là vous allez avoir des anomalies du rythme cardiaque fœtal. Et donc là c'est écho plus ou moins scanner. La rupture utérine, c'est rare. Vous réalisez une laparotomie en urgence. J'en ai jamais vu, mais bon, a priori, voyez, vous avez la patiente qui est en état, enfin, vous voyez le fœtus, quoi, hein, d'accord, vous voyez plus l'utérus, vous avez un ventre qui est irrégulier et vous pouvez palper le fœtus en sous-cutané. Traumatisme fœtal direct, c'est rare, d'accord. Il faut juste y penser, ça, gardez bien ça à la tête, quand la tête est engagée dans le bassin, si la patiente a un trauma abdo direct, le fœtus peut avoir un traumatisme crânien, d'accord, du fait qu'il se tape contre le bassin de la maman. Il faut y penser, ça, quand même. Le traumatisme pénétrant, malheureusement, donc en fait, finalement, les viscères de la maman sont protégés par le bébé, donc ça va plutôt concerner le bébé qui va être touché dans 70% des cas. D'accord, faites juste attention, je vous ai dit, l'élévation du diaphragme. Il y a un risque viscéral sur les traumas thoraciques, mais finalement, comme la plupart de nos patients, mais avec un risque un petit peu plus élevé. Il n'y a pas d'indication systématique à la césarienne si vous faites une laparotomie, ou même si le fœtus est mort. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas des décisions qu'on prend à la légère tout seul. On discute avec les obstétriciens, avec les pédiatres. On discute tous ensemble. D'accord ? Ça, il ne faut pas prendre de décision comme ça, seul dans son coin, surtout sur des traumatismes comme ceux-là. L'embolie amniotique, je ne vais pas vous faire le cours sur l'embolie amniotique, je n'ai jamais très bien compris. Personne ne comprend très bien. Juste, il faut y penser. État de choc hémodynamique, hypoxie, coagulopathie, vous y pensez. L'arrêt cardiaque traumatique, je vais vous renvoyer. Là, c'est là où il faut faire un petit peu attention. Donc, je vous renvoie sur ces guidelines qui sont super. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça super, qui sont les guidelines européennes sur l'arrêt cardiaque traumatique dans les spéciales circonstances, dans les circonstances un peu spéciales. Et donc, dedans, vous avez et le polytraumatisé et la femme enceinte. Votre femme enceinte polytraumatisée, elle rentre dans les 2 cases. Donc, ne vous arrêtez pas à une seule case. D'accord ? Ça, c'est important. Avant d'être enceinte, elle est polytraumatisée. Donc, n'oubliez pas la thoracostomie bilatérale. D'accord ? C'est un peu bête qu'une femme enceinte meure d'un pneumothorax compressif. Ok ? Vous faites votre thoracostomie. Ok ? Ça, c'est important parce qu'elle est quand même polytraumatisée, donc elle a un pneumothorax potentiel. Et maintenant, elle est enceinte. Donc, est-ce qu'il faut extraire le fœtus ? D'accord, c'est un large débat. Il faut extraire le fœtus. Pourquoi est-ce qu'on veut extraire le fœtus? C'est pour limiter, bien évidemment, la compression veine cave inf et parce que le massage cardiaque, en plus, chez la femme enceinte, vous savez, on le fait très mal. C'est très difficile de faire un bon massage cardiaque chez la femme enceinte. Toutes les études l'ont mis en évidence. Alors, il y a des RPP qui sont parus en 2022 sur la prise en charge obstétricale en médecine d'urgence. En préhospitalier, il n'y a pas de recommandation. D'accord ? Pour l'instant, les experts ne se positionnent pas. Juste gardez en tête que vous êtes en préhospitalier, qu'il faut savoir faire une césarienne et que ça va saigner. Voilà. Après, il y a des experts qui se sont prononcés, il n'y a pas de recommandation, je ne dirais pas oui ou non, mais bon, voilà, il faut savoir faire ça quand même. En intra-hospitalier, il y a des recommandations. L'objectif, c'est d'extraire le bébé en 5 minutes. 5 minutes, c'est rien. Hein. Enfin, je pense que ça nous est tous arrivé. Il est 22h, le poli arrive, on se retourne, il est 2h du mat. C'est vraiment extraire le bébé en 5 minutes, c'est rien. C'est-à-dire que dans votre tête, vous faites votre thoracostomie et en même temps, vous demandez à l'obstétricien de se préparer pour la césar. Et si votre thoracostomie ne permet pas de reprendre un rythme, vous césarisez la maman. D'accord ? Il n'y a aucune survie maternelle après 15 minutes et aucune survie fœtale après 30 minutes. Et finalement, la priorité, c'est de sauver la mère. D'accord ? 15 minutes, ça va très vite. Donc vraiment, il faut y penser très, très, très rapidement. Les examens radiologiques, c'est assez simple. Vous ne vous posez pas de questions. Votre patiente, elle a besoin d'un body scan. Elle va au body scan. D'accord ? Et à ce moment-là, vous pouvez discuter avec les radiologues sur leur protocole. Mais votre patiente, elle est polytraumatisée. C'est super, vous allez vous dire, j'ai baissé ma patiente, elle n'a pas été irradiée, le fœtus n'a pas été irradié, mais si vous êtes passé à côté d'une lésion et que votre patiente en décède dans les suites, vous aurez tout loupé. Néanmoins, on ne peut pas faire
je suis désolée, comme si c'était rien de voir un fœtus sur un scanner. D'accord? Je dis qu'il faut faire le body scan, il faut faire le body scan, mais c'est quand même quelque chose de voir un fœtus sur un scanner. Et votre patiente, elle va vous demander, j'espère qu'elle va s'en sortir, et elle va vous demander quelles sont les conséquences pour mon bébé. C'est pareil, c'est pas vous tout seul qui allez vous prononcer, mais déjà en première intention, vous pouvez dire qu'il y a un risque d'avortement spontané, malformatif, de retard mental, carcinologique et d'hypothyroïdie sur l'injection de produits de contraste. Donc il faudra que les pédiatres soient mis dans la boucle si jamais. Le risque fœtal dépend de la dose reçue, et la dose reçue dépend du nombre de coupes et de leur espacement. Donc c'est pareil, ça il faut en discuter avec les radiologues. Eux, ils estiment, ils ne sont pas tous d'accord dans les sociétés savantes, mais ils estiment que la dose seuil c'est 50 mg. Et un scan TAP c'est entre 13 et 25, donc on est bon. J'ai quasiment fini. Je finis juste avec, alors ça, deux diapos qui peuvent vous aider. Donc ça c'est le trauma chez la femme en âge de procréer. Et donc soit elle est stable, soit elle est instable, soit elle est stable. Et si elle est instable et qu'il y a un diagnostic de grossesse, vous voyez ce qu'il vous reste à faire entre 24, moins de 24 et plus de 24. Globalement, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Deuxième algorithme, donc ça ça reprend à peu près la même chose, sauf que c'est de l'American Journal, c'est un papier américain. Et donc juste, il précise, donc pour les AVP, bon ça c'est pour de l'histoire de santé publique, c'est déterminé, c'est la patiente porter sa ceinture de sécurité. Je pense que personne dans la salle ici pense que quand on est enceinte, il ne faut pas mettre de ceinture, mais à l'époque, vous savez, c'est ce qu'on disait. Pour les chutes, il faut faire attention aux dommages ligamentaires. Pour les brûlures, il faut considérer une césarienne si elle est à plus de 50% de brûlure. Attention au risque de suicide post-violence de la part du conjoint. Sur le trauma pénétrant, rien de nouveau. Et il y a l'exposition aux toxiques, ça vous appelez qui est de droit. Je finis avec les take-home-messages qui sont très très simples. Pas de signe de choc avant 30% de spoliation sanguine, je vous en supplie, ne vous dites pas qu'elle est stable. Elle est par définition dans votre tête instable. Décubitus latéral gauche ou latéralisation vers la gauche de l'utérus par la personne qui passe par là. Et surtout du facteur humain, de la communication, du briefing, du débriefing. Et je vous remercie.